arrivé à Rangoon, de là on a un peu préparé notre voyage dans l'état d'Arakan. Donc l'état d'Arakan c'est l'état dans lequel vivent donc les Rohingyas. Et c'est dans cet état qu'il y a eu donc les violences qu'on a connues en juin 2012. Quand je dis violence, vous avez vu les reportages, c'est les maisons brûlées, les mosquées rasées, enfin, toutes sortes d'atrocités sur la population, sur les enfants, sur les femmes, etc. Donc voilà. Je vous avoue qu'on n'était pas spécialement à l'aise avant d'y aller, donc on a quand même, on va dire, pris ce risque, alhamdoulilah. Arrivé à Sittwe, quand vous arrivez dans cette ville pour la première fois, si vous ne connaissez pas la situation, vous y arrivez comme touriste par exemple, parce qu'il y a des touristes qui arrivent à Sittwe, puisque il y a une ville qui s'appelle Meaou, qui est une ville connue pour, pour ses sites touristiques, parce qu'il y a pas mal de pagodes où les Occidentaux vont ou faire leurs prières ou pour aller visiter, etc. Donc la plupart des Occidentaux débarquent à Sittwe comme escale, puis prennent un bateau pour aller à Meaou. Et quand vous débarquez à Sittwe, vous ne savez pas que dans cette ville, en fait, à l'origine, il y avait des musulmans, vous imaginez que dans cette ville, il n'y a que des bouddhistes. Parce que nous, quand on est arrivé, on n'a pas vu une seule présence de musulmans. Rien qui pouvait donner l'impression qu'il y a eu une population musulmane dans cette ville. Alors qu'un an auparavant, il y avait des musulmans partout. D'ailleurs, c'était les plus visibles parce que la communauté musulmane Rohingyas est très active. Elle est vraiment très active. Elle est encore plus active que les bouddhistes là-bas. Tous les tuk-tuk, les taxis, etc., les petits commerces, c'est eux qui les tenaient. Donc, vous imaginez un peu tout ce qu'ils ont perdu en fait. Du jour au lendemain, on leur a tout pris, tous les commerces, ce qu'ils avaient, on va dire, comme bien, etc. Ils ont tout dû délaisser pour fuir ou dans le pays, parce que donc, il y a eu plusieurs on va dire, exodes. Il y a eu des fuites vers le pays voisin, donc vers le Bangladesh, et puis il y a eu aussi des fuites à l'intérieur du pays. Très vite, les autorités birmanes les ont encadrés et mobilisés au niveau, enfin, à l'extérieur de la ville de Sittwe pour après très vite organiser des camps de fortune. En fait, depuis très longtemps, puisque ce problème en fait avec les Rohingyas ne date pas de 2012, il date depuis bien plus longtemps. Et donc très vite il y a ces camps qui se sont organisés, il y a eu des premières aides qui sont arrivées, et enfin, quand je dis des premières aides, c'est vraiment des camps de fortune, hein, c'est des tentes placées un peu partout dans lesquelles ont pu, on va dire, se réfugier les premiers réfugiés. D'ailleurs les réfugiés internes, on les appelle les IDP, donc en anglais c'est les personnes déplacées internes, donc dans le pays. Et ils ne sont pas spécialement considérés comme réfugiés, puisque comme l'a expliqué Nordine, ils ne sont pas reconnus comme birmans, donc ils n'ont pas de nationalité. Donc voilà, pour le gouvernement birman, ce sont des étrangers, des illégaux qui vivent sur le territoire birman. Et c'est ce qu'ils ont fait rentrer dans la tête de la majorité bouddhiste, donc des Rakhine. Donc je reviens, quand on arrive dans cette ville, en fait, on ne s'imagine pas qu'il y avait pu y avoir une population musulmane. Quand on se promène un petit peu et qu'on commence un peu à chercher, on découvre une très grande mosquée qui est masquée par des panneaux publicitaires, qui est gardée de part et d'autre par des militaires et qui empêche toute personne d'accéder à cette mosquée. La mosquée d'ailleurs est exploitée aujourd'hui par les militaires en question. Donc le soir, vous voyez de la lumière donc à l'intérieur de l'enceinte de cette mosquée. Et quand vous continuez un peu plus loin, vous arrivez dans des villages qui étaient entièrement musulmans, qui aujourd'hui sont complètement rasés. Là, à l'heure actuelle, les terrains ont été redistribués aux bouddhistes. Donc on voit en fait plusieurs parcelles de terrain qui sont nominées. Tu vois, il y a des petits écriteaux pour dire que ça appartient à telle ou telle famille, puisque ça a été redistribué. Et une grande partie de cette terre ont été donc réquisitionnées par le gouvernement, qui a d'autres projets pour cette terre, des projets économiques. Donc, quand on arrive et qu'on veut savoir où se trouvent ces musulmans, on est obligé finalement de s'adresser à cette population rakhine, qui est très hostile. Déjà qui est hostile à l'encontre des musulmans, mais aussi à l'encontre de toute personne qui vient aider ces musulmans. Donc quand ils voient des étrangers arriver, ils se disent, voilà, ça c'est des humanitaires, ils viennent pour aider les musulmans, et ils les regardent un peu de travers, ils le toisent, et limite en fait ils sont vraiment froids avec nous et distants, ils n'ont pas envie de nous adresser la parole. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a dû, quand j'ai été sur place, bon ici vous voyez je porte la barbe, mais quand j'ai été sur place je me suis rasé complètement,
parce qu'il ne fallait pas donner de signes extérieurs d'appartenance à l'islam, parce qu'on risquait quand même vraiment de se faire agresser. Je vous donnerai des exemples qu'il y a eu après avec d'autres acteurs humanitaires qui se sont fait donc encercler et pris à partie par la population. Donc, quand on se renseigne, qu'on parle de musulmans, très vite, on nous dit non, j'ai pas envie de parler de musulmans, c'est des assassins, ils ont tué ma famille, ils ont fait ça. Donc, ils ont un discours en fait qui va dans le sens de dire que les musulmans c'est des agresseurs. Et donc, Dieu merci, le gouvernement nous a aidés, il a pris ces musulmans, il les a mis à l'extérieur du pays, pas du pays, mais de la ville. Ils sont enfermés dans des camps, donc nous, maintenant, on est à l'abri, on est en sécurité. Donc ça, c'est le discours des rakhines, des bouddhistes sur place. Et c'est le discours qui tient le touriste. Donc, quand vous êtes touriste, vous arrivez dans le pays, bah, vous revenez avec cette idée que, de nouveau, c'est les musulmans qui sont la cause, on va dire, des troubles dans un pays. Quand on revient, qu'on est français, on était en Birmanie, on se dit que de nouveau, les musulmans sont, on va dire, les mauvaises personnes en dehors de la France. Et donc, on a dû un petit peu chercher par nous-mêmes, demander à des chauffeurs de taxi moyennant en finance, parce qu'une fois que vous parlez argent, ben les langues se délient. On a demandé pour qu'on nous amène dans ces camps. Finalement, on est arrivé dans ces camps. Alhamdoulilah, on avait aussi des contacts. Ces contacts nous ont permis un petit peu de négocier l'entrée de ces camps. Actuellement, si vous arrivez devant les camps, que vous faites face au check-in, au checkpoint plutôt, que vous sortez quelques billets, que vous les mettez dans votre passeport et que vous le filez au checkpoint, ils vous laissent rentrer. Donc vous voyez comment ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a un laisser-aller dans le sens où les violences ne sont plus comme autrefois. Mais à l'époque, donc l'année dernière, c'était vraiment très compliqué d'accéder. Donc on a dû négocier. Au final, alhamdoulilah, on a pu rentrer dans ces camps, on a pu faire un état des lieux et voir un petit peu la situation catastrophique dans laquelle se trouvent, on va dire, nos frères là-bas. Catastrophique parce que, comme l'a expliqué Nordine, ils ont accès à rien. Ils vivent sous perfusion. C'est que les associations, les organisations humanitaires qui leur apportent de l'aide. Ils n'ont rien d'autre. Après, on voit tout de suite, quand on s'intéresse un peu plus, que le gouvernement les surveille. Ils utilisent des musulmans pour espionner le reste de la population. Donc, en fait, ils sont occupés à faire en sorte aussi de les garder sur place. Très vite, on a vu qu'il y a des routes qui commençaient à se dessiner, on commençait à installer des espèces de bâtiments administratifs. Donc, leur projet à long terme, ce serait d'installer ces musulmans dans ces camps-là et de les garder de manière définitive là-bas, de façon à les isoler de la population bouddhiste. Mais ça, c'est l'exclusivité de Sittwe. Maintenant, quand vous partez de Sittwe et que vous allez visiter d'autres villes où se trouvent les Rohingyas, vous vous retrouvez là face à une situation, on va dire, encore plus dramatique, parce qu'ils sont en quelque sorte libres, mais ils ne le sont pas. Dans le sens où ils sont chez eux, ils sont majoritaires, ils sont majoritairement musulmans. Il y a très peu de bouddhistes dans les villes, par exemple, du nord de l'état d'Arakan. Mais à 22h maximum, ils doivent être rentrés chez eux. Leurs commerces doivent être fermés au coucher du soleil. Donc là-bas, c'est vers 18h plus ou moins. Ils n'ont pas le droit de circuler. Ils doivent se faire petits. Ils ont fermé toutes leurs mosquées, toutes leurs écoles. Donc nous, on a pu aller un peu voir sur place l'étendue de l'oppression finalement qui vit. On a vu ces écoles fermées. On a vu on va dire ces mosquées qui n'émettent plus d'appel à la prière. L'appel à la prière est interdit complètement. Ils s'organisent pour prier en communauté, mais discrètement, en cachette. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des gens qui sont chez eux, qui sont majoritaires, et qui sont libres de rien du tout. Ils commercent, ok, ils ont des commerces, ils vivent entre eux, ils s'organisent entre eux, mais voilà, ils ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de passeport. Ils ne peuvent pas, recevoir des gens, par exemple, chez eux. Il est hors de question qu'un étranger arrive, par exemple, et aille dormir chez un Rohingyas. Oubliez, on est surveillés, on était complètement surveillés. Partout où on allait, on sentait des présences. Donc on ne pouvait pas faire un pas sans qu'on... Déjà, moi, du haut de mes 2 mètres, je ne passais pas discrètement, mais là, on était vraiment surveillés partout où on allait, quoi. Donc voilà. Donc on met un peu la pression, donc je vais lâcher un peu le micro.
Il y a encore beaucoup à raconter, énormément de choses à raconter. Ce qu'on a pu faire, alhamdoulilah, j'insiste là-dessus, nous le devons qu'à Dieu, et tout ce que nous avons pu faire, c'est par sa permission. On était dans des situations des fois où on se disait mais comment on va faire? Et subhanallah, comme ça du jour au lendemain, il y avait une solution qui se présentait à nous. Des personnes qui venaient nous aider, ou tout simplement, voilà, en cherchant un petit peu, on découvrait des solutions pour pouvoir apporter cette aide. On a apporté beaucoup d'aide, alors que à la base, en fait, on n'est pas autorisé pour pouvoir apporter cette aide. Le gouvernement nous a interdit de le faire sans être passé par eux et avoir payé, parce qu'il faut vous dire qu'en fait, si on veut aider les musulmans en Birmanie, à une époque, il fallait donner la moitié, donc 50% aux bouddhistes. Donc c'était pas de discrimination, vous voulez aider les musulmans, pas de problème, alors vous donnez la même chose aux bouddhistes. Donc à une époque, maintenant ça a changé. Maintenant on est plus ou moins à 20%, mais ça reste avec des conditions. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, la situation globalement.